Ce jour-là, Félix Toju rentra chez lui furieux, après une journée horrible au bureau, le stress le rongeant. Il franchit la porte d'entrée sans prévenir, prêt à sombrer dans le silence qui régnait dans sa maison depuis 8 mois. Mais soudain, il l'entendit, un rire, le rire de son fils. Son cœur s'arrêta. James, Peter et Daniel n'avaient pas ri une seule fois depuis la mort de leur mère. Il resta figé, suivant le son du regard comme un homme qui vient d'entendre un fantôme. Lorsqu'il ouvrit la porte de la véranda, ce qu'il vit le bouleversa. La journée avait été éprouvante. Félix Toju avait enchaîné les réunions à Lagos, qu'il avait complètement épuisé. Un lancement raté, des investisseurs qui se retirent, son corps qui remet en question tout ce qu'il avait construit. À 4 heures, il n'en pouvait plus. Il a pris sa mallette et est parti sans un mot. Le trajet du retour lui parut interminable. Ses mains serraient le volant trop fort. Ses pensées s'emballaient. La colère lui pesait sur la poitrine, contre son travail, contre la vie, contre Dieu, qui lui avait pris sa femme, Victoria, et l'avait laissée avec 3 fils qu'il ne savait plus comment aider. Lorsqu'il arriva en voiture, il ne ressentit rien, juste de l'épuisement. Il franchit le seuil, desserra sa cravate, s'attendant à ce qu'il trouvait toujours, le silence. Ce genre de rire qui lui rappelait chaque jour que sa femme n'était plus là, et que ses garçons n'étaient plus des enfants. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Il entendit des rires, de vrais rires, des rires incontrôlables qui lui coupèrent le souffle. Félix se figea, ses fils, Jacques, Pierre et Daniel, riaient. Ils n'avaient pas ri depuis des mois. Pas depuis la mort de Victoria. Depuis cette nuit où un chauffard ivre l'avait emmenée alors qu'elle allait chercher leurs médicaments, ils étaient devenus des fantômes dans leur propre maison, trop effrayés pour faire du bruit, trop brisés pour se souvenir de ce qu'était la joie. Mais à cet instant précis, ils riaient. La mallette de Félix tomba au sol. Il traversa la maison en suivant le bruit, le cœur battant la chamade. Il descendit le couloir vers la véranda, cet endroit que Victoria aimait tant. Il poussa la porte et ce qu'il vit le figea sur place. Vivian Michael, la femme que sa belle-mère avait embauchée un mois auparavant, était à 4 pattes sur le sol. Ses 3 fils étaient assis sur son dos, le visage illuminé d'une joie qu'il croyait à jamais disparue. Daniel lui tenait une corde autour du cou comme des rennes. Vivian hennissait comme un cheval, secouant la tête et riant avec lui, comme si elle avait oublié l'existence du monde. Félix était paralysé. Il n'arrivait plus à respirer. Ses fils, ceux qui se réveillaient en hurlant, qui parlaient à peine, qui demandaient chaque jour quand maman allait rentrer, jouaient. Ils jouaient vraiment. Et ce n'était pas avec lui. C'était avec elle. Une femme qu'il connaissait à peine. Elle avait réussi là où il avait échoué. Là où tout son argent et son désespoir n'avaient pu le faire. Elle les avait ramenés. La colère accumulée durant la journée s'est transformée en autre chose. Du soulagement. De la honte. Une gratitude si intense qu'il avait l'impression que sa poitrine s'effondrait. Puis Vivian leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Le rire s'éteignit. La peur traversa son visage. Elle se figea. Les garçons se turent. Ils glissèrent de son dos et se serrèrent contre elle, comme s'ils protégeaient quelque chose de fragile. Félix resta planté dans l'embrasure de la porte, incapable de parler. Il avait la gorge serrée. Sa vision se brouillait. Vivian ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Félix savait qu'il devait dire quelque chose. Il savait qu'il devait s'expliquer, la remercier, lui dire ce qu'il ressentait. Mais il n'y arrivait pas. Il resta là, immobile, fixant du regard la femme qui avait rendu le rire à ses fils. Finalement, Félix hocha légèrement la tête. Puis il se retourna et s'éloigna avant que les larmes ne coulent. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il ne savait pas s'il était normal d'éprouver une telle gratitude envers quelqu'un qui était censé simplement travailler pour lui. Mais une chose était claire. Pour la première fois depuis la mort de Victoria, ses fils riaient. Et peut-être que Dieu avait envoyé Vivian Michael pour une raison. Parfois, Dieu place des personnes sur notre chemin précisément au moment où nous en avons le plus besoin. Cette nuit-là, Félix ne dormit pas assis dans son bureau, lumières éteintes, il fixait le vide. L'image le hantait. Vivian était allongée par terre, ses fils riaient. Ce son. Mon Dieu, ce son résonnait sans cesse, au point qu'il pensait devenir fou. Il se posait sans cesse la même question, comment avait-elle fait? Il a tout essayé. Après la mort de Victoria, il a lu tous les livres qu'il a pu trouver sur le deuil infantile. Il engagea la meilleure psychologue pour enfants de Lagos. Elle venait 2 fois par semaine, sa voix calme et ses mots soigneusement choisis, s'asseyant en tailleur par terre avec James, Peter et Daniel, essayant de les amener à parler de leurs sentiments. Sans succès. Il leur a acheté de nouveaux jouets, pensant que les distraire les aiderait.
Il a essayé de suivre tous les conseils des experts, modifier leurs habitudes, veiller à ce qu'ils mangent bien et les faire sortir tous les jours. Rien n'y a fait. Les garçons se firent plus discrets, plus petits, comme s'ils disparaissaient sous ses yeux. Puis Vivian Michael est arrivé. Félix s'est adossé à sa chaise, se frottant le visage des deux mains. Il ne se souvenait même pas de l'avoir embauché. Sa belle-mère l'avait appelé un après-midi, alors qu'il était en pleine réunion pour une acquisition. Elle lui avait dit que la 5e nounou avait démissionné, prétextant une ambiance trop pesante et qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Félix avait à peine écouté. Il avait simplement dit oui et était retourné à sa réunion. C'était il y a un mois. Maintenant, il n'arrêtait pas de penser à elle. Qui était-elle? D'où venait-elle? Qu'est-ce qui la différenciait de tous ceux qui avaient tenté, en vain, de contacter ses fils? Il sortit son téléphone et ouvrit le fichier que sa belle-mère lui avait envoyé. La demande de Vivian. Il ne l'avait jamais vraiment lu. 25 ans. Référence familiale au Bénin. Sans diplôme universitaire. Au bas de la page, un mot manuscrit disait « Je comprends la douleur ». Je ne la fuirai pas, Félix fixa ces mots longuement. La plupart des gens qui entouraient Félix évitaient le chagrin. Il le comprenait maintenant. Quand ses amis ne savaient que dire, ils préféraient le silence. Ne sachant comment aider, ils ont gardé leur distance. Même ses amis les plus proches ont cessé de l'appeler après les funérailles. Il leur était plus facile de faire comme si Félix et sa famille allaient bien et avaient tourné la page. Mais Vivian n'avait pas fui. Elle était entrée de plain pied dans la maison la plus lourde de la gosse, et d'une manière ou d'une autre, l'avait rendue légère. Le lendemain matin, Félix descendit plus tôt que d'habitude. Il se disait que c'était à cause d'un appel international des laits, mais c'était faux. Il était descendu plus tôt parce qu'il voulait voir Vivian. Vivian était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner en silence. Elle ne l'entendit pas tout de suite. Il restait planté dans l'embrasure de la porte, à l'observer. Elle ne faisait rien de spécial, elle préparait simplement des œufs brouillés et versait du jus d'orange. Mais sa façon de bouger, calme, assurée, présente, donnait l'impression qu'elle était à sa place. Les garçons arrivèrent en courant, encore en pyjama. Daniel la vit le premier et sourit, un vrai sourire. « Vivian, on peut rejouer au cheval aujourd'hui ?» La poitrine de Félix se serra. Vivian leva les yeux et le vit. Son sourire vacilla un instant, comme si elle n'était plus sûre d'être dans le pétrin. « Bonjour, monsieur Toju, dit-elle doucement. « Félix, corrigea-t-il. Sa voix était plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Juste Félix. » Elle hocha la tête et se retourna vers le fourneau. James tira sur sa chemise. « Vivian, on peut ? » « On peut quoi, ma chérie ?» demanda-t-elle. « Jouer au cheval comme hier. » Vivian hésita, son regard se posant furtivement sur Félix. Félix avait envie de dire au garçon de ne pas déranger Vivian, qu'elle avait du travail et que jouer au cheval n'en faisait pas partie. Mais à sa propre surprise, il s'adressa à ses fils, « Après le petit déjeuner, vous pourrez jouer. » Les 3 garçons se tournèrent vers Félix, le visage écarquillé de surprise qu'il ait dit oui. Vivian le regarda aussi, visiblement choquée qu'il ne soit pas en colère. « Répéta-t-elle doucement, murmura-t-elle. « Après le petit déjeuner, nous pourrons jouer en souriant aux garçons. Maintenant, asseyez-vous et mangez. » Ils obéirent sans rechigner. Félix se servit un café et s'assit au bout de la table, observant la scène. Les garçons discutaient avec Vivian pendant leur repas. Daniel lui raconta un rêve qu'il avait fait. Peter lui a demandé si elle aimait les éléphants. James s'est contenté de s'asseoir près d'elle, comme si sa présence suffisait. Et Vivian écoutait, elle écoutait vraiment. Chaque mot semblait avoir son importance, et Félix prit conscience de quelque chose qui lui serra la gorge. Elle ne se contentait pas de bien les manier. Elle les adorait. Et il l'aimait en retour. Pour la première fois en 8 mois, Félix ressentit quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir. Félix a commencé à rentrer plus tôt. Il se disait que c'était parce que le travail ralentissait. Ce n'était pas vrai. La vérité était plus difficile à admettre. Il voulait les voir. Il voulait entendre à nouveau le rire de ses fils. Il voulait voir Vivian redonner vie à cette maison qui semblait si longtemps morte. La plupart du temps, il les trouvait dans la salle de jeu ou dans le jardin. Vivian était assise dans l'herbe avec les 3 garçons, leur lisant des histoires ou les aidant à construire des choses avec des blocs. Elle n'en a jamais fait toute une histoire. Elle n'essayait pas d'impressionner Félix. Elle aimait simplement les garçons, discrètement et naturellement, comme si c'était la chose la plus facile au monde. Félix observait depuis la fenêtre de l'étage, prenant soin de ne pas intervenir. La maison était encore imprégnée de la présence de sa défunte épouse,
Victoria. Ces tableaux ornaient les murs, des abstractions lumineuses et colorées qu'elle avait réalisées tard dans la nuit, lorsqu'elle ne parvenait pas à dormir. Sa tasse à café était toujours là, dans le placard, non lavée, exactement là où elle l'avait laissée le matin même. Son écriture était encore visible sur la liste de courses collée au réfrigérateur: lait, œufs, pommes. N'oublie pas de préparer les médicaments. Il n'arrivait pas à se résoudre à l'effacer. Le soir, après que Vivian eut couché les garçons, Félix arpentait les chambres comme s'il cherchait quelque chose de perdu. Parfois, il s'arrêtait devant la porte de la chambre parentale, mais n'osait pas entrer. Le lit était encore fait comme Victoria l'avait laissé. Son oreiller portait encore la marque de sa tête. Son livre était toujours sur la table de chevet, une page marquée à mi-chemin. Modifier quoi que ce soit lui donnait l'impression de l'effacer. Alors il dormit dans son bureau, sur le canapé, entouré de travail qui ne l'intéressait pas. Il était presque minuit lorsqu'il trouva Vivian dans la bibliothèque. Ce n'était pas intentionnel. Il errait encore une fois, incapable de dormir, lorsqu'il aperçut la douce lueur de la lampe de lecture. Vivian était recroquevillée dans un coin d'un canapé en cuir, pieds nus, un livre ouvert sur les genoux. Elle semblait paisible, comme si le chemin du retour ne l'avait pas marqué comme il l'avait marqué lui. Félix s'éclaircit doucement la gorge. Vivian leva les yeux, sans sursaut, simplement calme. Elle n'arrivait pas à dormir non plus. Il secoua la tête et entra plus profondément dans la pièce. Il resta un instant immobile, sans savoir quoi faire. Puis il s'assit en face d'elle, ni trop près, ni trop loin. Le silence qui régnait entre eux était différent de celui qui régnait ailleurs dans la maison. Cela ne l'oppressait pas. Cela existait, tout simplement. « Que lis-tu » demanda-t-il. Elle brandit le livre. Un classique de Toni Morrison. Une lecture dense pour le coucher, dit-il. Les pensées profondes nécessitent des livres profonds, répondit-elle simplement. Félix faillit esquisser un sourire. Presque. Ils restèrent assis en silence un moment. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment la remercier pour ce qu'elle avait fait. Il ne savait pas comment lui demander de continuer sans avoir l'air désespéré. Finalement, il a pris la parole: ils ont ri hier. J'ai vraiment ri. Je n'ai plus jamais entendu ce son depuis. Il n'a pas pu terminer sa phrase. Depuis Victoria, dit Vivian d'une voix douce. Entendre le nom de sa femme à voix haute lui fit l'effet d'un coup de poing en plein cœur. La plupart des gens évitaient de le prononcer, comme si dire son nom allait le briser. Mais Vivian ne détourna pas le regard. Il parle d'elle, dit-elle. Les garçons. Ils me racontent des histoires. La gorge de Félix se serra. Que disent-ils? Qu'elle sentait les fleurs. Qu'elle chantait faux en voiture. Qu'elle les laissait manger le dessert en premier le mardi. Les larmes lui brûlaient les yeux. Ce sont des détails qu'il avait oubliés. Des petites choses qui le faisaient rire autrefois. Des choses qu'il croyait perdues à jamais jusqu'à présent. Merci, murmura-t-il, de l'avoir évoqué à travers eux. Vivian referma son livre et se leva. Bonne nuit, Félix. Elle quitta la pièce discrètement. Et il resta assis là, seul, se sentant moins vide qu'il ne l'avait été depuis des mois. Peut-être qu'elle n'aidait pas seulement ses fils à guérir. Peut-être l'aidait elle aussi. 3 semaines passèrent. Félix se surprenait à chercher des raisons de rentrer chez lui. Il terminait ses appels plus tôt, sautait les dîners avec les investisseurs, inventait des excuses à son assistante pour justifier ses retards. La vérité était simple, sa maison n'avait plus rien d'un cimetière. Un soir, il rentra plus tard que d'habitude, vers 20h. Les garçons dormaient déjà. Le doux ronronnement du lave-vaisselle emplissait la cuisine. Tout semblait normal. Calme. Puis il l'entendit. Des pleurs. Douces. Brisées. Le genre de pleurs qu'on pousse quand on pense que personne n'écoute. Félix sentit sa poitrine se serrer. Il se dirigea silencieusement vers la cuisine et s'arrêta sur le seuil. Vivian était assise seule à table, dos à lui. Ses épaules tremblaient. Elle tenait dans ses mains un petit objet, un médaillon en argent, ouvert, qui captait la lumière. Elle ne l'entendait pas. Elle était trop absorbée par la douleur qui lui serrait la gorge. Félix ne bougeait pas. Il ne dit rien. Il se contenta de regarder cette femme, si forte, si stable pour ses fils, s'effondrer dans sa cuisine. Finalement, elle le sentit. Elle tourna la tête. Lorsqu'elle le vit debout, ses yeux s'écarquillèrent. Elle s'essuya rapidement le visage, essayant de se ressaisir. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais juste... » « Qui est dans le médaillon » demanda Félix à voix basse. Vivian se figea.
Ses doigts se crispèrent sur la chaîne en argent. Elle resta longtemps silencieuse. Puis, d'une voix si basse qu'il l'entendit à peine, elle murmura, elle s'appelait Alice. Félix entra dans la cuisine et s'assit en face d'elle. Le visage de Vivian se décomposa. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Elle est décédée il y a 2 ans, a-t-elle dit. D'une leucémie. Elle avait 3 ans. Les mots planaient dans l'air comme de la fumée. Félix sentit quelque chose se briser en lui. C'était ma fille, poursuivit Vivian, la voix tremblante. Ma petite fille. On s'est battu pendant 1 an. Les hôpitaux. Les traitements. La voir dépérir. La voir perdre ses cheveux. Je la voyais cesser d'être une petite fille et devenir une personne que je ne reconnaissais pas. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit davantage le médaillon, lui montrant la minuscule photo à l'intérieur. Une petite fille aux dents écartées et aux yeux brillants, tenant un pissenlit. Mon mari m'a reproché, a dit Vivian. Il a dit que j'aurais dû remarquer les symptômes plus tôt. Que j'aurais dû insister pour obtenir l'avis du médecin. J'aurais dû faire quelque chose, n'importe quoi, pour la sauver. Elle a dégluti. Le mariage n'y a pas survécu. Il a tout pris lors du divorce. Toutes ses photos. Ses jouets. Ses vêtements. Ce médaillon est tout ce qui me reste. La gorge de Félix se serra. Il ne pouvait plus parler. Je suis devenue nounou parce que la voix de Vivian a complètement mué. Parce que je ne sais pas comment vivre dans un monde sans les rires des enfants. C'est la seule chose qui rende le silence supportable. Elle prit une inspiration, tremblante. Quand j'ai appris pour vos garçons, pour ce qu'ils avaient perdu, je me suis dit que peut-être, je pourrais les aider d'une manière que je n'avais pas pu apporter à ma propre fille. Elle leva les yeux vers lui, les larmes ruisselant sur ses joues. Je suis désolée. Je sais que ce n'est pas professionnel. Je sais que je ne devrais pas, tu ne fais pas que les aider à guérir, interrompit Félix d'une voix rauque. Tu te soignes toi-même. Vivian secoua la tête. Je ne pense pas que je guérirai un jour. Peut-être pas, dit Félix. Mais aimer mes fils, c'est ce qui te maintient en vie. De la même manière que tu les maintiens en vie. Il tendit la main par-dessus la table et recouvrit la sienne. Ses doigts étaient froids et tremblants. Ils restèrent ainsi longtemps, immobiles. 2 êtres submergés par le chagrin, enlacés dans l'obscurité. Vivian rompit le silence. Est-ce que ça devient plus facile un jour, murmura-t-elle, vivre chaque jour sans quelqu'un qu'on aime? Félix ne répondit pas tout de suite. Il pensa à Victoria, au vide qu'elle avait laissé, à la façon dont chaque matin, il cherchait encore sa place dans le lit et la trouvait vide. Finalement, il prit la parole. Non, dit Félix, sincèrement, perdre quelqu'un qu'on aime ne s'atténue pas avec le temps, mais la douleur se transforme. Cela devient un fardeau qu'on apprend à porter au lieu d'un poids qui nous accable. Vivian hocha lentement la tête, les larmes coulant toujours sur ses joues. Elle referma le médaillon qu'elle tenait et le pressa contre son cœur. Merci, murmura Vivian, de ne pas avoir détourné le regard. Félix lui serra doucement la main. Merci, dit-il, d'être resté. Et à cet instant, quelque chose a changé entre eux. Ils n'étaient plus employeurs et employés. Ils étaient 2 êtres brisés qui s'étaient retrouvés au milieu des ruines. Peut-être était-ce là le visage de la grâce. La fête des mères arriva, un jour que Félix avait appris à redouter. Il se réveilla ce matin-là avec la poitrine déjà serrée. L'an dernier, Victoria était encore en vie. Les garçons lui avaient fait des cartes avec des gribouillis au crayon et des empreintes de mains collantes. Elle avait pleuré de joie et les avait scotchées sur le réfrigérateur où elles étaient restées des mois durant. Cette année, le réfrigérateur était vide. Félix avait soigneusement planifié la journée. Il emmènerait les garçons au cimetière, dirait quelques mots sur la tombe de Victoria, rentrerait à la maison et passerait le reste de la journée. C'était tout ce qu'il avait à faire, survivre. Mais en descendant, il entendit des voix dans la salle de jeu. Il s'approcha de la porte et s'arrêta. Vivian était assise par terre avec James, Peter et Daniel, entourés de papiers de construction, de crayons de couleur et de bâtons de colle. Ils fabriquaient des cartes. Le cœur de Félix se serra et se gonfla d'émotion à la fois. Elle les aidait à préparer quelque chose pour Victoria. Bien sûr. Elle comprenait l'importance de cette journée. Il s'approcha, observant en silence. Daniel brandit le premier son dessin. Un bonhomme bâton à la peau sombre et au large sourire, entouré de cœurs dessinés au crayon de couleur, avec des lettres irrégulières. Tu fais sourire Vivian. Félix en eut le souffle coupé. La carte de James disait « Je t'aime ». Vivian, avec 3 bonshommes bâtons qui lui tenaient la main. Le dessin de Peter était plus brouillon mais plus net. Une femme à 4 pattes avec des garçons sur le dos.
Ils ne fabriquaient pas de cartes pour leur mère. Ils les préparaient pour Vivian. Un nœud se forma dans la poitrine de Félix. Pas de la colère, quelque chose de plus profond. Un sentiment mêlé de perte et de soulagement. Vivian leva les yeux et vit Félix. Son visage pâlit. Elle se leva brusquement, manquant de renverser le pot de colle. « Je ne leur ai pas demandé de faire ça, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je vous jure, je leur avais pourtant dit qu'on devait faire des cartes. » Pour leur mère, conclut Félix d'une voix étranglée. « Oui. » Les yeux de Vivian se remplirent de larmes. « Mais oui, » interrompit Peter en brandissant une autre carte. Celle-ci représentait des ailes d'ange et des fleurs. « Tu nous manques, maman. » Félix sentit l'air lui manquer. Ils n'avaient pas oublié Victoria. Ils avaient simplement fait de la place pour quelqu'un d'autre. Daniel tira sur la manche de Félix. « Vivian peut venir avec nous voir maman. » Félix regarda Vivian. Elle secouait déjà la tête en reculant. « Non, je ne devrais pas. C'est privé. C'est pour ta famille. Tu es de la famille, » dit simplement Daniel. Ces mots résonnèrent dans l'air. Félix ne sut que répondre. Emmener Vivian sur la tombe de Victoria lui semblait immoral. Comme franchir une limite irréversible. Comme trahir quelque chose de sacré. Mais ses fils le regardaient avec de grands yeux pleins d'espoir. Et Vivian était là, terrifiée à l'idée d'avoir tout gâché. Si elle veut venir, se surprit à dire Félix, elle peut. Vivian écarquilla les yeux. Félix, tu es sûr? Non, il n'en était pas sûr. Mais il acquiesça tout de même. 1 heure plus tard, ils se tenaient ensemble devant la tombe de Victoria. Félix, Vivian et 3 petits garçons qui ne comprenaient pas pourquoi l'amour devait être si compliqué. Les garçons déposèrent leurs cartes d'ange sur la pierre tombale. Ils reculèrent alors en silence. Daniel prit la main de Vivian et la tira vers lui. « Dis à maman que tu es gentille, » murmura-t-il. Vivian s'est agenouillée près de la tombe, les larmes ruisselant sur ses joues. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je les aime, » a-t-elle murmuré. « Je n'essaie pas de vous remplacer. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. Félix se tenait derrière elle, la gorge trop serrée pour parler. James murmura à la pierre tombale, « Maman, Vivian fait de bonnes crêpes, elle joue avec nous et elle n'est pas triste quand on parle de toi. » Cette dernière phrase a brisé quelque chose chez Félix. C'était lui qui s'était attristé. Celui qui s'était éloigné. Celui qui faisait croire à ses fils qu'aimer quelqu'un, c'était en réalité oublier leur mère. Vivian se leva en essuyant ses yeux. Elle croisa le regard de Félix et quelque chose passa entre eux, de la compréhension, du pardon, la permission de continuer à vivre. 2 mois après cette journée au cimetière, Félix se rendit à un gala de charité dans un club de Lagos. Il n'avait pas envie d'y aller. Il évitait ce genre d'événement depuis le décès de sa femme. Mais sa belle-mère faisait partie du comité d'organisation et elle avait insisté. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, Félix. Les gens veulent te voir. » Il y alla donc. La pièce était remplie de visages familiers, des gens qui avaient connu Victoria, des gens qui avaient envoyé des fleurs après les funérailles et qui n'avaient plus jamais donné signe de vie. Il lui souriait maintenant, poli et distant, comme s'il était quelque chose de fragile qu'il ne savait comment aborder. William Bowley, un autre PDG du secteur technologique, s'approcha avec sa femme, Jane. « Félix, ravi de te voir, » dit William en lui serrant la main. « Comment vont les garçons ? » « Mieux, » répondit Félix. « Bien mieux, en fait. » Jane sourit, mais une pointe d'amertume se cachait derrière ce sourire. « Oui, j'ai entendu dire que vous aviez trouvé une aide précieuse. Comment s'appelle-t-elle déjà ?» Une alarme se déclencha dans la tête de Félix. « Vivian Michael, » dit-il prudemment. « Et elle est très dévouée aux enfants, d'après ce que j'ai entendu, » poursuivit Jane d'une voix faussement mielleuse. « Elle est excellente dans son travail. » Jane échangea un regard avec William. « Bien sûr, je trouve simplement formidable qu'elle soit si impliquée. Certains diraient qu'une nouvelle impasse s'est ouverte pour le personnel de maison. » La mâchoire de Félix se crispa. « Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous insinuez. »« Rien, » dit Jane en lui touchant le bras. « Juste que les gens parlent. Il y avait une photo de vous tous au marché la semaine dernière, les garçons lui tenant la main, toi poussant le chariot. Ça avait l'air très intime. On faisait nos courses. »« Bien sûr, » a dit Jane. « Mais vous savez comment sont les gens. Une jeune femme, un veuf, 3 enfants influençables. » Sa voix s'est éteinte, comme empreinte de gravité. William s'éclaircit la gorge. Ce que Jane veut dire, c'est qu'il faudrait peut-être tenir compte de l'image que cela renvoie, pour le bien des garçons. La voix de Félix se fit glaciale.
Les garçons sont heureux pour la première fois depuis 8 mois. C'est tout ce qui compte pour moi. Il s'éloigna, les mains tremblantes. Mais la semaine suivante, les rumeurs se sont intensifiées. Quelqu'un a publié un article anonyme dans la rubrique mondaine locale. Quel magnate de la tech, désormais veuf, prendrait un peu trop de plaisir avec son aide. Une photo a fait son apparition sur Internet. Vivian et les garçons riaient sur l'air de jeu. La légende disait « nounou ou quelque chose de plus ». Puis, l'appel est arrivé d'Evergreen Academy, l'école maternelle privée où il avait inscrit James, Peter et Daniel pour l'été. La voix de la directrice était empreinte d'excuses, mais ferme. Compte tenu de l'attention médiatique récente et de la sensibilité des préoccupations de notre autre famille, il serait peut-être préférable que les garçons commencent au semestre prochain. Félix serra le téléphone. Vous rejetez mes fils à cause de rumeurs. Nous protégeons tous nos élèves des regards indiscrets. Mes enfants sont punis parce qu'ils ont quelqu'un qui les aime. Monsieur Toju, je vous en prie, comprenez. Félix raccrocha. Il avait l'impression que sa poitrine s'affaissait. Non pas à cause de l'école, il aurait pu en trouver une autre, mais parce qu'il savait ce que cela signifiait. Vivian l'apprendrait. Elle verrait les articles. Elle saurait quelle était la raison pour laquelle ses fils étaient rejetés. Et elle partirait. Il rentra chez lui plus vite qu'il n'aurait dû, l'esprit en ébullition. Arrivé sur place, il se rendit directement dans la chambre de Vivian, dans le gîte. La porte était ouverte. Elle était en train de faire ses valises. Sa valise ouverte, à moitié pleine de vêtements, était posée sur le lit. Elle pliait les chemises machinalement et les rangeait à l'intérieur. Félix restait figé sur le seuil. « Félix » dit-elle en se retournant. Ses yeux étaient rouges. « Je ne peux pas rester. »« Non » dit Félix d'une voix rauque, presque désespérée. Vivian continuait de plier le linge, les mains tremblantes. « Je n'ai pas le choix. Vos fils ont été refusés à l'école à cause de moi. À cause de rumeurs. À cause de gens qui ne comptent pas. Ils comptent pour James, Peter et Daniel. » Sa voix s'est brisée. Ils vont grandir en entendant des chuchotements. Ils vont être punis parce que j'ai oublié ma place. Ta place. Félix entra dans la pièce. Ta place est avec mes fils. Vivian secoua la tête, des larmes coulant sur le t-shirt qu'elle tenait à la main. Je suis la bonne, Félix. C'est tout ce que j'étais censée être. Tu as cessé d'être la bonne le jour où mes fils ont recommencé à rire. Alors, que suis-je? Elle se tourna vers lui, le regard à la fois féroce et brisé. Que suis-je censée représenter pour eux? Pour toi. Félix ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Vivian laissa échapper un rire amer. Tu ne peux même pas le dire, parce que la vérité c'est que je suis noire. Je suis jeune. Je fais partie du personnel. Et les gens feront toujours des suppositions. Vos fils en paieront le prix toute leur vie si je reste. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Tu devrais t'en soucier, dit-elle d'un ton plus fort. James, Peter et Daniel méritent mieux que d'être au cœur d'un scandale. Mieux que quoi? Rétorqua Félix. Que quelqu'un qui les aime. Que la seule personne qui a redonné à cette maison son âme. Le silence qui s'installa entre eux était lourd. Vivian s'assit sur le bord du lit, les épaules affaissées. Quand Alice est morte, murmura-t-elle, je me suis promis de ne plus jamais aimer d'enfant, car sa mort m'a presque anéanti. Elle leva les yeux vers lui, les larmes ruisselant sur ses joues. Mais vous êtes des garçons. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et maintenant, je dois partir avant que l'amour que je leur porte ne me détruise. Félix s'agenouilla devant elle, le cœur battant si fort qu'il en avait mal. Et si tu n'avais pas à partir? Demanda-t-il. Le scandale. Et si je disais la vérité publiquement? Et si je faisais comprendre que vous n'êtes pas qu'un simple employé? Le regard de Vivian scruta son visage. Quelle vérité? Que vous êtes indispensable. Que mes enfants ont besoin de vous. Il s'arrêta, déglutit difficilement. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Elle eut le souffle coupé. Félix. Pas comme femme de ménage. Pas comme nounou, a précisé Félix. En tant que personne qui comprend cette douleur. En tant que personne qui partage mon intimité dans l'obscurité quand je ne parviens pas à dormir. En tant que personne qui a ramené la lumière dans une maison qui se mourait. Je ne suis pas elle, murmura Vivian. Je ne serai jamais Victoria. Je sais, dit Félix, la voix brisée. Et je ne te demande pas d'être. Je te demande juste de rester. Parce que quand je pense à ton départ, quand je pense à cette maison sans toi, je n'arrive plus à respirer. Vivian se couvrit le visage de ses mains, en sanglotant. Félix resta à genoux,
attendant. Terrifiée qu'elle dise non. Finalement, elle le regarda. Si je reste, ça ne peut pas continuer comme ça, a dit Vivian. Je ne me cacherai pas. Je ne prétendrai pas être moins que ce que je suis. Félix secoua la tête. Je ne veux pas que tu le fasses. Ton monde ne m'acceptera pas, dit Vivian doucement. Félix n'hésita pas, alors mon monde doit changer. Vivian le fixa longuement. Un changement s'est opéré dans son regard. Je resterai, dit-elle doucement. Mais pas comme votre employé. Moi-même. Entièrement moi-même. Je ne le voudrais pas autrement. Elle se leva. Et il se leva avec elle. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Deux êtres brisés qui avaient trouvé quelque chose de fragile et d'authentique au milieu des décombres. Vivian tendit la main et déballa sa valise. Et Félix put enfin respirer. La semaine suivante, après que Vivian eut défait sa valise, quelque chose changea chez Félix. Il cessa de se cacher. Il avait programmé une interview avec le journal Vanguard des semaines auparavant. Communication classique pour le lancement d'un nouveau produit. Son équipe de relations publiques avait préparé des arguments clés sur l'infrastructure cloud et l'expansion du marché. Est-ce des sujets qui évitaient tout propos personnel? Mais lorsque le journaliste arriva à son bureau, Félix avait d'autres projets. Nancy Toby était assise en face de lui, l'enregistreur en marche, posant les questions habituelles. Félix y répondait machinalement, l'esprit ailleurs. Puis Nancy marqua une pause, jetant un coup d'œil à ses notes. Monsieur Toju, si je peux me permettre une autre question, votre vie privée a suscité un certain intérêt public ces derniers temps. Auriez-vous un commentaire à faire? Son directeur des relations publiques, posté près de la porte, secoua la tête d'un geste brusque. N'entrez pas dans les détails. Félix l'ignora. Quoi précisément? Demanda-t-il. Nancy hésita. Les spéculations concernant votre relation avec la personne qui s'occupe de vos enfants. Le vieux Félix aurait refusé de commenter. Il aurait mis fin à l'interview sur le champ. Mais assis dans ce fauteuil, il repensait à Vivian faisant sa valise. Au visage de ses fils lorsqu'il craignait son départ. À James murmurant sur la tombe de Victoria que Vivian ne s'attristait pas lorsqu'il parlait de leur mère. Oui, dit Félix. J'aimerais faire une remarque. Les sourcils de Nancy se levèrent. C'est grâce à Vivian Michael que mes fils vivent pleinement, a déclaré Félix d'une voix assurée. Après la mort de leur mère, ils ont cessé de parler, de jouer, d'être des enfants. J'ai consulté des spécialistes, des thérapeutes, j'ai tout essayé. Rien n'y fit. Et puis, Vivian apparut. Il se pencha légèrement en avant. Elle n'essayait pas de les réparer. Elle les aimait tout simplement. Elle se mettait à quatre pattes et jouait au cheval. Elle leur lisait des histoires. Elle les accompagnait dans leurs cauchemars. Elle leur donnait la permission de guérir. Certains ont insinué que cette relation était inappropriée, dit Nancy avec précaution. La mâchoire de Félix se crispa. Certains voient une jeune femme noire s'occuper de 3 enfants et présument automatiquement qu'il y a quelque chose d'inconvenant, ce qui en dit plus long sur eux que sur elle. La relation est donc strictement professionnelle. Félix marqua une pause. C'était le moment. Vivian Michael fait partie de la famille, a-t-il déclaré. Ce n'est pas leur mère. Personne ne pourra jamais remplacer Victoria. Mais c'est une personne qu'ils aiment, une personne dont ils ont besoin. Et je ne m'excuserai pas de la voir dans nos vies. Il ne s'est pas arrêté là, même si cela prive mes fils d'opportunités. Toute institution qui rejette mes enfants parce qu'ils sont aimés par quelqu'un qui ne correspond pas à sa définition étriquée de ce qui est acceptable n'a pas à les élever. L'interview a été diffusée en direct le lendemain matin. À midi, elle était devenue virale. La moitié d'Internet a salué son honnêteté et sa lutte contre les préjugés. L'autre moitié l'a vivement critiqué, l'accusant d'abuser de son privilège et de idéaliser l'aide apportée pour tourner la page trop rapidement. Son conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Félix entra dans la salle de conférence et découvrit 12 visages qui le fixaient avec inquiétude. L'image est problématique, commença son directeur marketing. Je me fiche de l'image, répondit Félix. Ma famille me tient à cœur. Le directeur marketing s'est penché en avant. Cela pourrait avoir une incidence sur le cours des actions. Qu'il tombe, dit Félix. J'ai bâti cette entreprise. Je la dirigerai à ma façon. Et je ne sacrifierai pas le bonheur de mon fils pour les actionnaires. Un silence pesant s'installa. Ce soir-là, Félix rentra chez lui et trouva Vivian dans la cuisine, son ordinateur portable ouvert, les larmes aux yeux. Elle regardait l'interview. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit Vivian, la voix brisée. Félix était assis à côté d'elle.
Oui, je l'ai fait. Parce qu'à chaque fois que je me tais, quelqu'un d'autre raconte notre histoire et se trompe. Vivian le regarda. Votre conseil d'administration est furieux. Félix haussa légèrement les épaules. Ils survivront. Tu pourrais tout perdre, dit Vivian. La voix de Félix baissa. J'ai déjà tout perdu, une fois. Je ne le perdrai plus, pas sans me battre. Vivian le regarda, un changement dans son regard, un mélange d'émerveillement, de peur et de gratitude. Elle se leva et s'avança vers lui. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle le prit dans ses bras. Pas de manière professionnelle. Pas prudemment. Totalement. Comme quelqu'un qui s'accroche à une bouée de sauvetage. Et Félix la retint, les yeux clos, se sentant moins seul qu'il ne l'avait été depuis la mort de Victoria. Peut-être était-ce là le visage de la grâce. Deux êtres brisés se choisissant l'un l'autre au milieu des décombres. 6 mois passèrent. Les rumeurs ne disparurent jamais complètement, mais elles ne contrôlaient plus la vie de Félix. Certaines personnes acceptaient ses choix. D'autres ne l'ont jamais fait. Félix a cessé de se soucier des deux groupes. Ce qui comptait, c'était ce qui se passait chez lui. James recommença à parler par phrases complètes. Le sourire de Peter réapparut. Le vrai, pas celui, poli, qu'il arborait depuis les funérailles. Daniel ne faisait plus de cauchemars toutes les nuits. Ils avaient commencé à appeler Vivian, Maman Vivian. C'était venu naturellement. Leur propre compromis entre honorer leur mère et aimer la femme qui les avait ramenés à la vie. Félix observait la scène, partagée entre gratitude et terreur. Car la vérité qu'il avait fuie était devenue impossible à ignorer. Il tombait amoureux d'elle. Non pas parce qu'elle avait sauvé ses fils. Non pas parce qu'elle avait redonné à sa maison le sentiment d'être chez lui. Mais surtout pour ce qu'elle était quand personne ne la regardait. La façon dont elle fredonnait en cuisinant. La façon dont elle laissait traîner des livres, face cachée, partout. La façon dont elle restait assise près de lui dans le noir. Quand aucun d'eux ne parvenait à dormir, sans rien dire, simplement présente. Félix avait passé des semaines à travailler en secret sur quelque chose. Quelque chose qui le tenait éveillé la nuit. Passer des appels. Examiner les plans. Rencontrer les architectes et les avocats. Ce soir-là, il était enfin prêt. Il trouva Vivian dans le jardin avec les garçons. Il plantait des fleurs, les pivoines préférées de Victoria. La lumière du soir donnait à tout une teinte dorée. Vivian, puis-je te montrer quelque chose? Elle leva les yeux, les mains crispées sur le sol, une question dans le regard. Il la conduisit vers l'aile du domaine, la partie fermée depuis la mort de Victoria. Elle avait prévu d'en faire quelque chose, mais n'en avait jamais eu l'occasion. Félix ouvrit les portes. À l'intérieur, des plans étaient étalés sur des tables, des rendus architecturaux ornaient les murs et des documents portaient des sceaux officiels. Vivian entra lentement, son regard scrutant les alentours. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « La Fondation Alice et Victoria » répondit Félix. « Un établissement d'hébergement pour les familles dont les enfants sont traités pour un cancer. Soutien médical. Accompagnement du deuil. La thérapie par le jeu. Un lieu où les familles peuvent guérir ensemble. » Vivian porta instinctivement ses mains à sa bouche. Le nom de sa fille. Le nom de Victoria. Ensemble. C'est toi qui as fait ça. Des larmes coulèrent sur son visage. Je ne peux pas le construire sans toi, dit doucement Félix. Vous savez ce dont ces familles ont besoin. Vous l'avez vécu. C'est votre vocation. Mais ça ne doit pas forcément vous éloigner. Ça peut arriver ici, avec nous. Il lui tendit une enveloppe. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques. Codirectrice de la Fondation. Associée à parts égales. Et en dessous, des papiers de tutelle. Si jamais il m'arrive quelque chose, a dit Félix. Sa voix était rauque. Tu es leur tuteur légal. Tu le es déjà à tous les égards. Voilà qui est officiel. Vivian était sans voix. Elle est restée près des journaux. Les larmes coulaient à flots. Je ne vous demande pas de remplacer Victoria, dit Félix. Je vous demande de m'aider à lui rendre hommage. Transformer notre chagrin en quelque chose qui sauve des vies. Vivian leva les yeux vers lui. Et quelque chose se passa entre eux, quelque chose qui dépassait les mots. Pourquoi ? Murmura-t-elle. Pourquoi ferais-tu ça pour moi ? Félix s'approcha. Son cœur battait la chamade. Parce que tu n'es pas seulement importante pour mes fils, dit-il. Tu es importante pour moi aussi. Et je ne veux pas imaginer une vie sans toi. L'atmosphère entrechangea. Vivian tendit la main et prit la sienne. Et pour la première fois depuis la mort de Victoria,
Félix ressentit autre chose que du chagrin. Il ressentit de l'espoir. 6 mois plus tard, la Fondation Alice et Victoria ouvrait ses portes. Des familles de tout le Sud venaient s'y inscrire. Des parents dont les enfants sont malades. Des grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants. Des frères et sœurs qui tentent de se soutenir mutuellement. Alors que le cancer ravageait leur vie, les laits, si longtemps restés vides, s'emplissaient désormais de vie, de larmes et de rires. Avec des gens qui apprennent à survivre à l'insurmontable. La cérémonie d'inauguration était intime. Félix l'avait souhaité ainsi. Uniquement des donateurs. Quelques journalistes. Et les familles qui allaient séjourner sur place. Il se tenait à la tribune, le regard tourné vers la foule. Son discours préparé était dans sa poche. Intact. Au lieu de cela, il trouva Vivian debout à l'arrière avec James, Peter et Daniel. Ils portaient des tenues assorties que Victoria aurait adorées. Les garçons souriaient. Vraiment. Félix s'éclaircit la gorge. J'ai bâti mon entreprise en croyant au système, commença-t-il. Donner. Contrôle. Je me disais que si seulement je pouvais comprendre comment les choses fonctionnaient, je pourrais résoudre n'importe quel problème. Il marqua une pause, la voix tremblante. Puis j'ai perdu ma femme. Et j'ai appris que certaines choses sont insolubles. On ne peut que survivre à certaines. Le silence régnait dans la pièce. Je n'arrivais pas à survivre. Mes fils échouaient avec moi. Nous étions submergés dans une maison pleine de tout, sauf de ce dont nous avions le plus besoin. Il regarda Vivian droit dans les yeux. Puis quelqu'un apparut. Qui m'a appris que la guérison ne vient pas de la réparation, mais de la présence, du fait d'être là. Aimer les gens malgré leurs problèmes, sans leur demander d'abord de les régler. Vivian porta la main à sa bouche. Les larmes coulaient à flots. Cette fondation existe grâce à 2 femmes qui croyaient que la seule réponse à une perte insupportable est un amour inconditionnel. Ma défunte épouse, Victoria, qui m'a appris ce que signifie tout donner. Et Vivian Michael, qui a montré à mes fils et à moi qu'il est possible de revivre. Il lui fit signe. Vivian, tu veux bien monter? Elle secoua la tête. Mais les garçons la poussèrent doucement en avant. Elle monta sur scène. Tremblante. Félix sortit une enveloppe. Cela fait de vous la codirectrice de cette fondation et la co-tutrice légale de mes enfants. Les genoux de Vivian ont failli flancher. Félix. Tu le es déjà, dit-il doucement. Cela ne fait que l'officialiser. James, Peter et Daniel ont couru sur scène. Ils s'enroulèrent autour de ses jambes. Elle tomba à genoux. Les serrant contre elle. Remplacement. La foule se leva et applaudit. Mais Félix l'entendit à peine. Il contemplait sa famille. Le chagrin avait détruit. La grâce avait reconstruit. Ce soir-là, après le départ de tous, Félix les trouva dans le jardin. Les garçons jouaient. Ils se poursuivaient autour des fleurs qu'ils avaient plantées des mois auparavant. Vivian était assise sur le banc de Victoria. Elle les observait avec un doux sourire. Félix la rejoignit et s'assit à côté d'elle. Merci. Vivian dit doucement. Félix se tourna vers elle. Pourquoi? Vivian croisa son regard. Pour m'avoir permis de rester. Pour avoir lutté pour moi. Pour avoir bâti quelque chose de beau à partir de toute cette souffrance. Félix la regarda. Il la regarda vraiment. Cette femme qui était entrée dans sa vie brisée et qui refusait de fuir le chaos. Je crois que Dieu vous a envoyé, dit-il simplement. Vivian se tourna vers lui. Surpris. J'étais en colère contre lui depuis longtemps. Félix poursuivit. Pour m'avoir emmené Victoria. Pour m'avoir laissé seule avec 3 garçons que je ne savais pas comment aider. Mais ensuite tu es arrivé, et j'ai compris qu'il ne nous avait peut-être pas laissés seuls du tout. Peut-être a-t-il simplement envoyé de l'aide d'une manière inattendue. De nouvelles larmes coulèrent sur le visage de Vivian. Daniel accourut. Essoufflé et riant. Papa. Maman Vivian. Viens jouer avec nous. Maman Vivian. Ce nom ne me faisait plus mal. C'était parfait. Félix se leva et aida Vivian à se relever. Ensemble. Ils rejoignirent les garçons dans l'herbe. Et tandis que le soleil se couchait sur le jardin, là où tout avait changé. Félix a compris quelque chose qu'il était trop brisé pour voir auparavant. L'amour ne s'éteint pas avec la mort. Il trouve simplement de nouvelles façons de s'épanouir. Victoria lui avait appris à aimer pleinement. Vivian lui avait appris à aimer de nouveau. Et ses fils. Ces 3 magnifiques garçons lui avaient appris que la guérison est possible, même quand elle semble impossible. La maison qui avait jadis été un cimetière reprenait vie. Non pas que le chagrin ait disparu. Il ne disparaîtrait jamais complètement.
mais parce qu'ils avaient appris à le porter ensemble. Et d'une certaine manière, dans le fait de le porter, ils s'étaient retrouvés. Vivian croisa son regard et sourit. Pas très prudente. Un sourire professionnel, comme à son arrivée. Mais un vrai sourire. Plein d'espoir et de sentiment d'appartenance. Félix lui rendit son sourire. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, il ne se contentait pas de survivre. Il vivait. Parce que parfois, quand tout s'écroule, Dieu rassemble les morceaux d'une manière insoupçonnée. Non pas pour effacer ce qui a été perdu, mais pour vous montrer que l'amour est plus fort que le chagrin. Cette présence est plus puissante que la perfection. Et la famille, ce n'est pas seulement celle dans laquelle on est. C'est celle qui reste quand le monde s'assombrit. C'est lui qui apporte la lumière. Fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, activez les notifications et abonnez-vous. Aimez et partagez. Nous avons encore plein de belles histoires à vous raconter.